Après avoir perdu mon emploi, ma sœur a payé 500 $ de plus à mon propriétaire pour me mettre à la porte plus tôt. Je l'ai appelée. Elle a ri, maman et papa m'ont dit de le faire. C'est l'amour vache, papa a dit calmement, je t'aime. Tu dois toucher le fond pour changer, maman a ajouté, quelques nuits dans la rue te motiveront, je n'ai rien dit. J'ai raccroché. Puis j'ai passé un seul appel. 1 minute plus tard, ma sœur paniquée, il faut qu'on parle. Maintenant 5 minutes plus tard, papa, qu'est-ce que tu as fait? 10 minutes plus tard, maman, en sanglots, c'est un malentendu, je m'appelle Suzanne et j'ai 28 ans. J'ai été licenciée un mardi. C'était propre, très, entreprise, le genre de réunion où l'on vous remercie pour vos contributions et où l'on fait glisser un dossier d'indemnité de l'autre côté de la table, comme si c'était censé amortir la chute. Je suis rentré chez moi et j'ai d'abord fait les choses responsables. J'ai vérifié mon application bancaire, mis à jour mon CV, et je me suis dit que j'allais retomber sur mes pieds. 2 jours plus tard, mon propriétaire m'a contacté en disant qu'il avait besoin de me parler. J'ai supposé qu'il s'agissait de l'appartement, peut-être des réparations qu'il repoussait depuis un moment. Au lieu de cela, il m'a dit que quelqu'un l'avait contacté directement et lui avait offert 500 $ de plus pour mettre fin à mon bail plus tôt. Pas le mois prochain, pas à la fin du terme. Tôt, vite, et avec une échéance qui m'a noué l'estomac. Ce n'était pas un étranger. Ce n'était pas une erreur. C'était ma sœur. Quand je l'ai appelée, elle n'avait pas l'air choquée ni coupable. Elle semblait divertie, comme si c'était une histoire qu'elle avait hâte de raconter au dîner. Le message était simple, c'était pour mon bien. Et si je n'aimais pas ça, je n'avais qu'à me débrouiller. Le pire n'était pas l'argent. C'était de réaliser à quel point ma vie pouvait être réorganisée rapidement par des gens qui prétendaient m'aimer, et à quel point ils étaient calmes en le faisant. Dès l'après-midi suivant, la situation est devenue encore plus laide, encore plus vite. La paperasse avançait, les délais se resserraient, et j'ai réalisé que j'avais moins de levier que je ne le pensais. Alors, j'ai arrêté d'argumenter. J'ai arrêté de supplier. Je n'ai rien dit, j'ai raccroché et j'ai passé un seul appel. Et presque immédiatement, tout a changé. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment et d'où nous regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Le jeudi après-midi, mon téléphone a vibré à nouveau alors que je fixais mon CV comme s'il m'avait personnellement trahi. C'était mon propriétaire, demandant si j'avais 1 minute pour parler. Je suis sorti sur le petit balcon de mon unité, parce que je ne voulais pas que le voisin du 3B entende ma vie s'effondrer à travers les murs. Sa voix avait ce ton prudent que les gens utilisent quand ils ont déjà décidé ce qu'ils vont faire. Il m'a dit que quelqu'un l'avait contacté directement, lui offrant 5 cents $ pour mettre fin à mon bail de manière anticipée et me faire partir rapidement. Il n'a pas dit qui au début. Quand j'ai demandé, il a admis que c'était ma sœur, puis a enchaîné avec des excuses qui semblaient répétées. Je lui ai demandé s'il pouvait même faire ça. Mon bail initial avait pris fin il y a des mois, et il était passé en location au mois par mois. Normalement, cela impliquait un préavis et du temps. Il a accepté, puis a dit qu'il n'essayait pas de déposer une expulsion officielle. Il proposait un accord de résiliation anticipée. Si je le signais, j'aurais 48 heures. Il a dit qu'il renoncerait au prochain loyer et serait juste concernant ma caution, mais il n'a rien promis par écrit lors de cet appel. Je suis resté là, les mains sur la rambarde, essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Je venais de perdre mon salaire. Je n'en avais pas de nouveau en vue. Je n'avais pas assez d'argent liquide pour payer le premier mois, le dernier mois et une caution ailleurs avec un si court préavis. Et maintenant, ma sœur avait payé un supplément pour accélérer la pire semaine de ma vie d'adulte. Je lui ai demandé pourquoi il envisageait cela. Il n'a pas prétendu que c'était une question de principe. Il a dit que la rotation coûtait cher, mais qu'une vacance lui permettrait de réajuster le loyer, et que les 500 $ rendaient le désagrément acceptable. Il a répété qu'il se sentait bizarre à ce sujet, ce qui était sa façon de rester à l'aise tout en prenant l'argent. Quand nous avons raccroché, je ne suis pas rentré tout de suite. Je suis resté dehors jusqu'à ce que l'air me pique la peau, parce que bouger donnait l'impression d'admettre que c'était réel. Puis j'ai appelé ma sœur. Je n'ai pas commencé par un discours. J'ai posé une question, est-ce que tu l'as payé pour faire ça? Elle n'a pas nié. Elle ne semblait pas coupable non plus. Elle parlait comme si elle me rendait service, comme si c'était la poussée dont j'avais besoin. Elle restait légère,
presque amusé, comme si ma situation de logement était une intrigue qu'elle pouvait contrôler. Le message sous son ton était simple, cela arrivait, et j'étais censé l'accepter. J'ai mis fin à l'appel avant de dire quelque chose qui pourrait être utilisé contre moi plus tard. Après ça, j'ai appelé mes parents. Je ne leur demandais pas de réparer ma vie. Je ne demandais même pas d'argent. J'ai demandé si je pouvais rester chez eux temporairement, le temps de trouver du travail et un logement, parce que je n'avais pas de plan B qui tenait en 2 jours. Ils ont dit non. Pas après réflexion. Pas après avoir posé des questions. Juste non. Prononcé calmement, comme s'il s'agissait d'une limite dont ils étaient fiers. Mon père a présenté cela comme une leçon. Ma mère a présenté cela comme une motivation. Ils utilisaient le genre de langage qui rend la cruauté responsable. Ils n'arrêtaient pas de dire « amour », tout en refusant un abri de base. Quand j'ai mis fin à cet appel, quelque chose en moi s'est tu. J'ai cessé d'attendre un revirement soudain. J'ai cessé d'attendre que quelqu'un se souvienne qu'il tenait à moi. Ce soir-là, j'ai parcouru mon appartement comme s'il s'agissait d'une liste de contrôle. J'ai ouvert les placards. J'ai compté les cartons que je ne possédais pas. J'ai fait 3 piles sur le sol, les essentiels, les remplaçables, et les impossibles. J'ai vérifié le coffre de ma voiture et réalisé que ce n'était pas une solution. C'était juste un conteneur. J'ai essayé une dernière option avant minuit. J'ai envoyé un texto à une amie à qui je n'avais pas parlé depuis un moment, quelqu'un qui avait dit un jour que je pourrais venir si j'en avais besoin. Le message a été lu. Aucune réponse. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal, puis j'ai posé le téléphone et je me suis dit que je ne supplierais pas 2 fois le même jour. Vers 1h du matin, mon propriétaire a envoyé un texto de suivi demandant ma réponse pour l'après-midi suivant afin qu'il puisse s'organiser. Ce n'était pas une menace sur le papier, mais ce n'était pas amical non plus. C'était le genre de message qui vous rappelle qui détient les clés. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le comptoir et j'ai commencé à faire un sac. Pas parce que j'étais d'accord avec ce qui se passait, mais parce que j'avais finalement compris la réalité de ma position. Les gens qui étaient censés me soutenir coordonnaient mon effondrement, et j'étais la seule restante pour décider de la suite. Le lendemain matin, je suis retourné à mon immeuble avec un coffre vide et une sensation d'oppression dans la gorge. Je me suis dit que je resterais pragmatique, entrer, emballer ce qui comptait, et partir sans faire de scène. Le parking avait l'air normal depuis la rue, le genre d'endroit où rien de dramatique ne semble jamais se produire. Mais au moment où j'ai mis le pied dans le couloir, j'ai su que j'étais déjà en retard sur ma propre vie. Ma clé ne fonctionnait pas. J'ai essayé 2 fois, puis une fois plus lentement, comme si cela pouvait changer le résultat. La serrure avait été remplacée. Je suis resté là 1 seconde, fixant la poignée de porte comme si c'était celle d'un étranger. Mon nom était toujours sur la boîte aux lettres. La porte n'était simplement plus la mienne. J'ai regardé au bout du couloir et j'ai vu les piles avant de les atteindre. Des cartons, des sacs poubelles, un panier à linge que je reconnaissais, une étagère à chaussures que j'avais achetée en ligne parce qu'elle était bon marché et suffisante. Tout ce que je possédais était empilé le long du mur, comme si cela avait été trié par quelqu'un qui se fichait de savoir si ça restait propre, sec ou intact. Quelques voisins sont passés sans croiser mon regard. Je ne pouvais pas les blâmer. À leur place, j'aurais fait la même chose. Il y a une sorte d'humiliation spécifique à voir sa vie réduite à ce qui tient dans un carton, surtout quand vous n'avez pas pu décider du moment. Je me suis accroupi et j'ai commencé à vérifier ce qu'il y avait. Une partie était intacte. Une autre ne l'était pas. Un cadre en verre s'était fissuré. Un sac poubelle s'était déchiré, et un déversement de vêtements et d'affaires de toilette s'était étalé sur le sol. J'ai ramassé tout ça avec des mains tremblantes, pas parce que c'était précieux, mais parce que laisser quoi que ce soit derrière moi donnait l'impression d'admettre que je ne reviendrais pas. J'ai appelé mon propriétaire et je lui ai demandé pourquoi il avait changé les serrures avant même que j'aie vidé les lieux. Il n'a pas discuté avec moi. Il a donné une explication calme sur la responsabilité civile, sur le fait de ne pas vouloir que j'aille et vienne pendant qu'il préparait la rotation. Il a dit que mes affaires étaient accessibles, donc on ne me refusait pas l'accès. Les mots étaient bien rangés. La réalité ne l'était pas. J'ai arrêté de parler avant d'avoir l'air désespéré. L'emballage est devenu un triage. J'ai d'abord saisi les documents, puis mon ordinateur portable, puis les petites choses qui deviennent des urgences quand on n'a pas de maison. Les médicaments, les chargeurs, la seule veste qui vous tient vraiment chaud.
J'ai chargé ce que je pouvais porter dans la voiture et j'y suis retourné encore et encore, essayant d'ignorer à quel point je me sentais exposé chaque fois que je descendais ce couloir. À un moment donné, j'ai réalisé que je prenais des décisions basées sur le poids plutôt que sur la valeur. J'ai tenu un carton de livres pendant une seconde, puis je l'ai reposé parce qu'il était trop lourd et que je n'avais ni l'espace ni la force. Je me suis dit que je les remplacerais plus tard, même si une partie de moi savait que c'était un mensonge, le genre que les gens se racontent pour rester calme. Quand le coffre fut presque plein, je me suis assise sur le siège conducteur et j'ai fixé le volant jusqu'à ce que ma vision se brouille. Je ne pleurais pas de façon dramatique. C'était plutôt comme si mon corps laissait échapper le stress parce qu'il ne savait pas où le mettre ailleurs. J'ai conduit jusqu'à un parking plus grand à quelques kilomètres de là, un endroit où je pensais pouvoir me garer sans attirer l'attention. Et j'ai passé l'après-midi dans la voiture à faire des listes que je ne pouvais pas me permettre de compléter, trouver un travail, trouver une chambre, trouver un moyen d'obtenir de l'argent rapidement sans faire quelque chose qui me entrait. La batterie de mon téléphone était faible à cause de tous les appels que j'avais passés, et je continuais à baisser la luminosité pour l'économiser. La nuit est tombée tôt, de la façon dont elle le fait toujours quand on regarde l'horloge au lieu de vivre sa vie. J'ai verrouillé les portes et essayé de dormir assise. L'air à l'intérieur de la voiture est devenu vicié. Chaque bruit à l'extérieur semblait trop proche. La boucle de la ceinture de sécurité me rentrait dans la hanche chaque fois que je bougeais. Je regardais les phares balayer le pare-brise et je sursautais à chaque fois, parce que je ne savais pas ce que je dirais si quelqu'un tapait à la vitre pour demander ce que je faisais. Au matin, j'avais mal au cou. Ma bouche avait le goût du vieux café, et mes nerfs étaient à vif. J'ai reconduit vers la même zone par habitude, comme si la routine pouvait me protéger. Je me suis garé dans un parking différent et je me suis dit que j'utiliserais les toilettes quelque part, que je me laverais le visage, pour avoir l'air humaine à nouveau. Je me suis éloigné de la voiture moins de 10 minutes. Quand je suis revenu, elle avait disparu. Pendant une seconde, je suis resté là, vide, fixant la bande d'asphalte où elle s'était trouvée, attendant que mon cerveau rattrape la réalité. Puis j'ai vu le panneau affiché concernant les restrictions de remorquage et les permis, les petits caractères que personne ne lit jusqu'à ce que ça gâche leur journée. J'ai vérifié les coins du parking comme si, peut-être, je m'étais garé dans une autre rangée. Ce n'était pas le cas. J'ai appelé le numéro sur le panneau avec des mains qui ne s'arrêtaient pas de trembler. Une voix ennuyée a confirmé qu'elle avait été remorquée. Il y avait des frais pour la récupérer, plus le stockage journalier. Le montant qu'il a cité était supérieur à ce que j'avais de disponible, et il l'a dit comme s'il s'agissait d'un fait ordinaire, pas du coup de grâce pour quelqu'un déjà à terre. J'ai demandé ce que j'étais censé faire. Il m'a donné des instructions, pas de la sympathie. Je me suis tenu sur le trottoir, le téléphone pressé contre l'oreille, écoutant les indications pour la fourrière, et le monde s'est rétréci à la plus simple vérité. Le seul endroit que j'avais réussi à transformer en abri venait de m'être enlevé. Mon coffre n'était pas juste rempli d'affaires. Il était rempli des choses que je ne pouvais pas remplacer rapidement, et maintenant il était verrouillé derrière une grille que je ne pouvais pas me permettre d'ouvrir. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé autour de moi pour décider quelle direction importait. Des voitures passaient. Les gens vaquaient à leurs courses du samedi. Personne ne savait que ma vie avait été vidée en moins de 48 heures. J'ai commencé à marcher parce que rester immobile semblait pire. Et parce que je n'avais plus rien d'autre qui pouvait bouger. Quelques kilomètres plus tard, mes pieds m'ont porté dans le seul endroit qui ne posait pas de questions tant que vous aviez l'air d'y avoir votre place. C'était une épicerie où j'étais allé 100 fois. Près de l'entrée principale, à côté de la boulangerie, il y avait un petit comptoir à café avec quelques tables. Ce n'était pas confortable, mais il y avait du Wi-Fi, des prises et des toilettes. C'était suffisant. J'ai acheté la chose la moins chère du menu, un petit café filtre, et je me suis assise là où je pouvais avoir le dos au mur. Mon téléphone était à peine en vie. Je l'ai branché et j'ai regardé la batterie grimper, essayant d'ignorer le fait que ma voiture, mes vêtements et l'essentiel de ma vie se trouvaient derrière une grille verrouillée que je ne pouvais pas payer pour ouvrir. Autour de moi, les gens bougeaient avec détermination. Une caissière a demandé du renfort aux caisses. Quelqu'un a ri près du rayon fleurs. La normalité de la chose me faisait me sentir encore plus déplacé, comme si ma semaine avait déraillé et que tout le monde suivait encore la voie. Quand mon téléphone a eu assez de charge, j'ai vérifié mon compte à nouveau. Le chiffre n'avait pas changé. J'ai fait le calcul quand même, parce que la panique aime la répétition. Puis une notification est apparue du groupe de discussion familiale.
J'ai appuyé dessus sans réfléchir. Les photos ont chargé, des projets. Une escapade le week-end. Une photo du hall de l'hôtel. Le choix du restaurant. Le genre de bavardage qui dit que tout le monde va bien et s'attend à ce que vous alliez bien aussi. J'ai fait défiler jusqu'à ce que mon pouce s'engourdisse. Personne n'a demandé où je dormais. Personne n'a demandé si j'avais mangé. Personne n'a rien demandé. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé la tasse de café comme si elle pouvait me donner une réponse. Ce que je ressentais n'était pas de la tristesse. C'était de la clarté. Ils n'avaient pas juste refusé d'aider. Ils avaient décidé que mon inconfort était utile. J'ai ouvert mon application de notes et je me suis forcé à passer en mode résolution de problèmes. Abri, transport, revenus, paperasse. Le dernier mot semblait étrange sur l'écran, mais il ne quittait pas mon esprit parce qu'il y avait un fait que ma famille traitait comme s'il n'existait pas. Ma grand-mère était propriétaire de la maison où vivaient mes parents. Quand elle est tombée malade, c'est moi qui me suis présenté régulièrement, pas avec de grands gestes, juste avec du temps. Je la conduisais au rendez-vous. Je récupérais ses ordonnances. Je m'asseyais avec elle quand la maison semblait trop calme. Le reste de la famille était occupé. Et j'ai comblé le vide parce qu'il le fallait bien. Après son décès, sa succession a été gérée par un avocat. Je savais ce que disait son testament. Je savais ce que mon nom signifiait sur ses documents. Je savais aussi que mes parents vivaient confortablement dans cette maison depuis des années, comme si elle avait toujours été la leur. J'étais restée silencieuse parce que je me disais que c'était la chose décente à faire. Je ne voulais pas transformer le deuil en combat. Je ne voulais pas être la personne qui parlait de propriété à table. Alors, j'ai laissé le silence s'installer et j'ai payé ce qui devait être payé, pensant que la reconnaissance finirait par arriver. Assise dans ce coin café de l'épicerie, j'ai finalement admis l'évidence. Le silence ne gagne pas le respect des gens qui se sentent tout permis. Cela ne fait que leur donner de l'espace. J'ai trouvé le contact de l'avocat et je l'ai fixé jusqu'à ce que mon pouls ralentisse. Son nom était Michael Hargrove. Je ne l'avais pas appelé depuis des années. L'appeler maintenant signifiait que j'en avais fini de prétendre que ma famille me traiterait équitablement d'elle-même. Je suis sorti près du retour des chariots pour ne pas être entouré de clients. L'air sentait le bitume mouillé. J'ai appuyé sur appel. Quand Michael a répondu, je me suis identifié et je suis resté concise. Je lui ai dit que j'avais perdu mon emploi. Je lui ai dit que mon bail avait été poussé vers une résiliation anticipée avec 5 cents. Je lui ai dit que j'avais été mise à la porte avant de pouvoir finir mes bagages. Je lui ai dit que ma voiture avait été remorquée avec mes affaires à l'intérieur. Puis je lui ai posé une question, qu'est-ce que je peux faire? Et à quelle vitesse cela peut-il commencer? Il a demandé quelques détails de clarification, stables et pragmatiques, comme s'il triait déjà mon désordre en étapes. Puis il a confirmé ce que j'avais besoin d'entendre. La maison était à moi. Elle était à moi depuis la clôture de la succession. Mes parents étaient là parce que je le permettais, pas parce qu'ils avaient un quelconque droit légal. Il a décrit le processus en termes simples, avis et délai. Rien de dramatique, juste de la paperasse qui avance quand elle est déposée correctement. Il ne m'a pas poussé. Il ne m'a pas fait la morale. Il a juste rendu les options réelles. J'ai écouté, et la culpabilité que je portais a finalement commencé à ressembler moins à de l'amour et plus à du conditionnement. Je lui ai dit de commencer. Un peu plus tard, mon téléphone s'est transformé en sirène. Ma sœur a appelé la première, puis encore, puis encore. Le genre de persistance qui n'est pas de l'inquiétude, c'est de la panique. Après cela sont venus mon père, puis ma mère, puis tous dans des ordres différents, comme si la rotation allait finalement me faire décrocher. J'ai laissé les appels sans réponse et j'ai regardé l'écran s'allumer et s'éteindre. Michael a envoyé un court message confirmant qu'il avait préparé le premier avis et qu'il le ferait signifier correctement. Pas de drame, juste une prochaine étape propre. Je suis resté au café de l'épicerie parce que c'était fonctionnel. Wi-Fi, une prise, des toilettes, des gens qui s'occupaient de leurs affaires. J'ai acheté un autre petit café et j'ai gardé les yeux sur les fenêtres de devant. Une voiture est entrée et s'est arrêtée. Puis une autre, puis une troisième. J'ai reconnu la façon dont ils se sont garés trop près de l'entrée, comme s'ils essayaient de raccourcir la marche et d'élargir l'impact. Ils sont entrés ensemble et ont scanné la zone, comme s'ils cherchaient la preuve que j'existais encore. Mon père m'a repéré et a bougé le premier.
Ma mère a suivi, déjà secouée. Ma sœur est arrivée en dernier, les épaules raides, le visage tendu. Pas du tout la personne qui avait l'air amusée au téléphone. Je ne me suis pas levé. Je suis resté où j'étais et je les ai laissés s'entasser autour de la table. Ils ont commencé à parler les uns sur les autres, essayant de forcer une conversation dans la forme qu'ils voulaient. Le ton de mon père était contrôlé mais tranchant. Ma mère avait l'air d'essayer de pleurer silencieusement. Ma sœur continuait de regarder mon téléphone comme si c'était l'arme qu'elle ne pouvait pas m'enlever. J'ai attendu qu'il y ait une pause et j'ai posé une question, comment m'avez-vous trouvé? Personne n'a répondu clairement. Ils n'en avaient pas besoin. Ils appelaient sans arrêt. Et quand je ne répondais pas, ils allaient chercher dans les endroits où j'avais l'habitude d'aller quand j'avais besoin de Wi-Fi et d'espace. Ce n'était pas de l'amour. C'était du confinement. Mon père a finalement demandé ce que j'avais fait. Ses mains tremblaient et il détestait que je puisse le voir. Je leur ai dit que j'avais parlé à Michael Hargrove de la succession de ma grand-mère. Cette phrase est tombée comme un poids. Mon père s'est figé. Ma mère a cligné des yeux forts, comme si elle essayait de rembobiner. L'assurance de ma sœur s'est effondrée en calcul. Mon père a essayé de déplacer la discussion dehors, quelque part de privé. J'ai dit non. Il a demandé ce que je voulais, comme si nous négocions des termes au lieu d'aborder ce qu'ils avaient commencé. J'ai fait simple. Je voulais récupérer mes affaires. Pas quand ce serait pratique, mais assez tôt pour que mes essentiels ne soient pas ruinés ou jetés. Je voulais que la situation de ma voiture soit réglée d'une manière qui ne nécessite pas l'argent que je n'avais pas, ce qui signifiait que quelqu'un dans cette famille devait défaire le gâchis qu'il avait aidé à créer. Et je voulais qu'il se prépare à quitter la maison où il vivait, parce qu'elle était à moi. Ma mère a agrippé le bord de la chaise. La mâchoire de mon père s'est contractée. Ma sœur avait l'air offensée, comme si la propriété était un problème d'attitude. Ils ont chacun essayé un angle différent. L'amour vache, une erreur, laide. Des mots différents, même intention. Me faire reculer. Me faire signer quelque chose. Me faire accepter qu'il pouvait réorganiser ma vie et appeler cela de l'orientation. Je n'ai pas argumenté. Je leur ai dit le seul fait qui comptait. Ma sœur a payé $500 pour accélérer mon expulsion, et eux deux l'ont soutenu. Un employé du magasin est passé et a jeté un coup d'œil à notre table. Mon père a baissé la voix et est passé en mode négociation, demandant si je pouvais mettre en pause ce qui était en mouvement, promettant du soutien si je voulais bien arrêter. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par des promesses qui n'apparaissaient qu'une fois que j'avais un moyen de pression. Ma mère a commencé à parler de la famille. Je l'ai laissé finir, puis je lui ai demandé ce qu'elle pensait qu'il se passerait quand on pousse sa fille dehors juste après qu'elle ait perdu son emploi. Elle n'a pas pu répondre. Ma sœur a fini par poser la question qu'elle évitait, est-ce que je possédais vraiment la maison? J'ai dit oui. Son visage s'est vidé. Mon père a fixé le dessus de la table. Ma mère a regardé de l'un à l'autre avec une nouvelle sorte de choc. Je me suis levé, j'ai ramassé mon sac, et je leur ai dit qu'ils devaient commencer à faire des plans qui n'impliquaient pas que j'absorbe les dégâts. Puis je me suis éloigné vers les allées, les laissant à la table avec rien à contrôler d'autre que leur propre panique. Au cours de la semaine suivante, ma famille ne s'est pas calmée. Ils ont escaladé. Mon père a arrêté d'appeler comme un parent et a commencé à appeler comme quelqu'un essayant de gérer un problème. Ma mère laissait de longs messages vocaux qui semblaient doux jusqu'à ce qu'on saisisse le message sous-jacent, si je coopérais, les choses pourraient revenir à la normale. Ma sœur oscillait entre la colère et une fausse chaleur, comme si le bon ton allait me débloquer. Michael m'a maintenu sur les rails. Il m'a dit quelle paperasse serait livrée, quel délai comptait, et ce qu'il ne fallait pas dire sur des lignes enregistrées. Une fois la vie en mouvement, la panique de mon père s'est aiguisée. Il a demandé à me rencontrer en privé. J'ai refusé. J'ai accepté un lieu public avec des caméras et des gens autour. Il est arrivé en parlant vite, essayant de présenter ce qu'ils avaient fait comme de la discipline, pas de la cruauté. Il a appelé ça de « l'amour vache ». Il utilisait le mot amour comme si c'était un bouclier. Je n'ai pas débattu de la philosophie. Je lui ai dit la vérité pratique. J'avais été poussé dehors avec une échéance que je ne pouvais pas respecter. Mes affaires étaient éparpillées et ma voiture était verrouillée derrière une grille de fourrière que je ne pouvais pas payer. Il a essayé de pivoter vers la négociation. Que faudrait-il pour que j'arrête? Je lui ai dit que je voulais que ma propriété soit traitée comme une propriété,
et que je voulais que mon nom soit démêlé de sa dette. Des années auparavant, quand il avait étendu son travail de consultant, il m'avait demandé de co-signer un prêt commercial. Je sortais à peine de l'adolescence. Il a appelé ça une formalité. J'ai signé parce que je lui faisais confiance, et parce que lui refuser quelque chose dans cette maison avait toujours des conséquences. Michael m'avait expliqué ce que signifiait la paperasse bancaire. Le prêt avait encore un solde avoisinant les 40 000 $. Si ça tournait mal, mon crédit saignerait avec le sien. J'ai dit à mon père que je voulais en sortir, soit par refinancement, soit par remboursement, et que je n'accepterais pas une autre promesse vague. Il a dit que ça ne pouvait pas se faire rapidement. Il a dit que les banques ne bougeaient pas aussi vite. Il a dit que je ne comprenais pas les affaires. Je lui ai dit que j'en comprenais assez pour savoir qu'il m'avait utilisé. L'appel suivant est venu de quelqu'un en dehors de la famille. Un homme s'est présenté comme Ethan Caldwell, l'associé de mon père. Il a demandé à me rencontrer pour discuter des options. J'ai choisi un petit dîner près d'un centre commercial animé. Ethan n'a pas perdu de temps. Il a dit que ma demande créerait une crise pour l'entreprise. Il a parlé de contrats, de paix, et de gens dépendant de la stabilité. Puis il a essayé de faire sentir que c'était ma responsabilité. J'ai demandé s'il savait que ma sœur avait payé de l'argent pour me faire expulser de mon appartement en 2 jours. Il a dit qu'il le savait, puis a écarté cela comme un conflit familial, séparé de la réalité commerciale. Mon nom sur ce prêt était une réalité commerciale quand mon père en avait besoin. Maintenant, il voulait que ce soit traité comme une faveur. J'ai dit à Ethan que ma co-signature n'était pas une faveur. C'était un risque, et j'avais fini de le porter. Il a demandé s'il y avait un chiffre qui me ferait reculer. Je lui ai dit que le chiffre était tout ce qu'il faudrait pour retirer mon nom proprement. Et tant que cela ne serait pas fait, le processus continuerait d'avancer. Il est parti l'air irrité, comme si j'avais échoué à un test que je n'avais pas accepté de passer. Ma mère a essayé ensuite. Elle a demandé à me rencontrer et j'ai choisi un café bondé à l'intérieur d'une épicerie parce que c'était familier et public. Elle est arrivée avec les yeux bouffis et une voix prudente. Elle s'est excusée sans vraiment rien assumer. Elle a dit qu'ils avaient peur pour moi. Elle a dit qu'ils n'avaient jamais pensé que ça irait aussi loin. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait qu'une résiliation anticipée et un changement de serrure feraient. Elle a proposé un marché. Si j'abandonnais la vie, il m'aiderait à chercher du travail, me connecterait avec de meilleures opportunités et me soutiendrait le temps que je me remette sur pied. Cela semblait généreux jusqu'à ce qu'on entende la condition, abandonner mon levier d'abord, puis accepter leur contrôle à nouveau. Je lui ai dit que je n'étais pas un projet. Elle m'a accusé de punir toute la famille et m'a averti que je brisais quelque chose qui ne pourrait pas être réparé. Elle s'attendait à ce que cela m'effraie pour me soumettre, et cela a presque marché. Pas parce que je les voulais de retour, mais parce que j'avais enfin compris ce qu'ils valorisaient. Ils valorisaient la version de moi qui restait silencieuse. Après cela, ma sœur a commencé à envoyer des messages qui réécrivaient l'histoire, se présentant comme la personne raisonnable. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Vers la fin de cette période, les textos de mon père sont devenus frénétiques. Il écrivait à propos de la banque, d'un examen, et de problèmes de paperasse liés à la maison, comme si le sol se dérobait sous lui et que j'étais censé le stabiliser. J'ai lu les messages, posé le téléphone, et laissé les conséquences continuer d'avancer exactement comme déposé. Quelques jours plus tard, le calendrier a cessé d'être théorique. La vie a fait ce que font les avis, il a mis une échéance au déni. Michael a tout gardé propre et correctement signifié. Et mon père a appris à la dure que la paperasse ne fait pas de pause pour les réunions de famille. J'ai continué à avancer comme quelqu'un qui devait encore survivre. J'ai postulé à des emplois depuis les ordinateurs de la bibliothèque, gardé ma voix stable lors des entretiens, et essayé de ne pas penser au fait que la plupart de mes vêtements étaient encore enfermés dans ma voiture à la fourrière. Michael a envoyé une demande formelle à la fourrière demandant une brève suspension de tout calendrier de vente aux enchères pendant que j'organisais la récupération. Ce n'était pas garanti, mais ça a acheté du temps. Ethan a appelé à nouveau vers la fin du mois. Il n'a pas essayé de me faire la morale sur la loyauté cette fois. Il a dit que la banque était devenue nerveuse une fois que la demande concernant le prêt a touché leur système, et que leurs plus gros clients posaient des questions. Il voulait un règlement qui retirerait mon nom du prêt commercial rapidement. Michael a négocié directement. Je ne me suis assise en face de personne pour échanger des sentiments.
L'offre qui est arrivée par écrit était de 30 000 $, à titre de règlement pour libérer ma part de l'obligation de co-signataire et retirer mon nom du prêt à l'avenir. C'était propre, immédiat et exécutoire. J'ai accepté. Quand l'argent est arrivé sur mon compte, je n'ai pas célébré. Je suis allé directement à la fourrière, j'ai payé les frais, et j'ai récupéré ma voiture avant qu'elle ne devienne une autre perte permanente. J'ai ouvert le coffre, et j'ai touché mes propres affaires comme si elles étaient la preuve que je n'avais pas imaginé les 2 dernières semaines. Puis j'ai remboursé les petits dommages financiers qui s'étaient accumulés pendant le chaos, et j'ai mis de côté une partie comme fonds d'urgence parce que je ne voulais plus jamais être aussi exposé. Mes parents ont déménagé à la date limite. Il n'y a pas eu d'adieu sincère. Il n'y a pas eu de moment où tout le monde a soudainement compris. Ils ont emballé, chargé un camion, et sont partis pour un appartement qu'ils pouvaient se permettre. L'entreprise de mon père ne s'est pas effondrée du jour au lendemain, mais elle a pris de vrais coups, une trésorerie tendue, des clients ébranlés, et le genre de stress qui ne disparaît pas juste parce qu'on le souhaite. Ma sœur a pris des coups aussi, juste d'une manière différente. Ces 500 $ qu'elle avait jetés à mon propriétaire n'étaient pas de l'argent de poche. C'était passé sur une carte. Et une fois que l'argent de la famille s'est resserré, son idée amusante s'est transformée en vrai paiement qu'elle ne pouvait pas esquiver. Elle a essayé de me blâmer pour les retombées, mais le blâme ne baisse pas un taux d'intérêt et ne répare pas une relation que vous avez brûlée pour le divertissement. Ma mère a essayé une dernière fois de me ramener dans le vieux schéma. Elle a demandé ce qui arrangerait les choses. Je lui ai donné la réponse honnête, rien ne pourrait nous remettre là où nous étions, parce que la version de la famille qu'il voulait exigeait que j'accepte les mauvais traitements sans conséquence. C'était fini. J'ai changé les serrures le premier jour où la maison a été vide, mis en place le transfert de courrier, installé des caméras aux portes, et gelé mon crédit auprès des 3 bureaux. Pas parce que j'étais paranoïaque, mais parce que j'avais appris à quoi ressemble le sentiment que tout vous éduque quand il devient désespéré. Mon père a envoyé un texto plus tard cette nuit-là, énumérant à quel point les choses étaient difficiles pour eux, comme si la lutte était un coupon qui effaçait ce qu'ils avaient fait. Je l'ai lu une fois et je n'ai pas répondu. J'ai bloqué les numéros un par un, y compris ceux de mes sœurs. J'ai dit à Michael que tout contact futur passerait par son bureau. Une semaine plus tard, j'ai commencé un nouveau travail. Ce n'était pas un miracle. C'était de la stabilité. J'ai acheté des meubles de base, remplacé ceux qui étaient endommagés, et gardé mon budget serré. La maison semblait calme, mais elle semblait aussi sûre, et cela comptait plus que la nostalgie. Voici ce que j'ai retiré de tout cela, et ce que j'espère que vous en retirerez aussi. Les gens vous traiteront d'égoïste dès l'instant où vous cesserez d'être commode. Ils étiqueteront vos limites comme de la cruauté quand ces limites bloqueront leur accès. Si quelqu'un peut vous nuire et s'attendre quand même à votre loyauté, il ne veut pas une relation. Il veut une ligne d'approvisionnement. La famille peut être une source de force. Mais l'ADN partagé n'est pas un contrat à vie. Le respect est le contrat. Si le respect n'est pas là, vous avez le droit de choisir la distance, même quand ça fait mal, même quand les autres ne comprennent pas. Si vous êtes au milieu de quelque chose de similaire, protégez d'abord les aspects pratiques. Sachez ce qui est à votre nom. Lisez ce que vous signez. Gardez des copies. Constituez un petit fonds d'urgence si vous le pouvez, car la survie devient vite coûteuse. Et si vous devez fixer une limite, fixez-la clairement, puis protégez-la. Merci d'être resté avec mon histoire. Si vous avez déjà dû choisir entre maintenir la paix et garder votre dignité, laissez un commentaire avec ce qui vous a aidé, et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.